Le 4 décembre 2004, la PJ d'Orléans est en alerte. Une mère de famille de 33 ans vient d'être enlevée en bas de son immeuble. La voisine d'en dessous vient tambouriner à la porte. Sa voisine qui dit mais elle a été enlevée, j'ai vu un homme la tirer et la mettre dans une voiture et ils sont partis. Elle est témoin des faits, de ce qui se passe, de l'enlèvement. Les policiers en sont certains. Muriel Reigada n'est pas une proie qui a été choisie au hasard. C'est quelqu'un qui est renseigné sur les habitudes de Muriel Reigada. Il sait vraisemblablement à quelle heure elle rentre chez elle le vendredi soir. Pour nous, les faits ont été pensés, mûrement réfléchis. Ça n'a pas été fait, entre guillemets, dans notre jargon, dire à l'arrache, quoi. Nuit et jour, les enquêteurs de la PJ d'Orléans vont travailler sans relâche en multipliant les investigations. Enlèvement, ça veut dire course contre la montre. Pour retrouver la personne et tenter de la sauver. Ou c'est une course contre la mort, hein. Ou une course pour la vie, comme vous voulez, mais c'est une course contre la mort. Pour résoudre la disparition de Muriel Reigada, les enquêteurs vont se lancer dans une véritable course contre la montre. Samedi 4 décembre 2004, la nuit est tombée sur Orléans. À quelques semaines de Noël, le thermomètre frôle les 0 degrés. Il est 19h40 lorsque le téléphone sonne au siège de la police judiciaire. Jean-Christophe Touzé se souvient très bien de ce coup de fil. Je suis appelé par mon chef de la division criminelle qui dit que la police judiciaire d'Orléans venait d'être saisie d'une disparition et dont les premiers éléments laissaient à penser qu'on s'orientait plutôt vers un enlèvement. La victime se nomme Muriel Reigada, une mère de famille de 33 ans, qui aurait été enlevée en bas de chez elle, la veille, en fin d'après-midi. Enlèvement, ça veut dire course contre la montre. Et les enquêteurs savent, plus le temps passe et plus le risque qu'il y ait une issue tragique à cette affaire est évidente. Le temps presse, quand il y a un enlèvement, on craint le pire et bien évidemment, c'est une course contre la montre. D'abord pour retrouver une piste et ensuite pour retrouver la personne et tenter de la sauver. À Orléans, les affaires de ce type-là, on en croise très très peu. C'est du jamais vu sur Orléans. Tous les services de la PJ sont mobilisés. On rappelle la totalité de la PJ d'Orléans. Parce que c'est une affaire hors norme. C'est la force de la PJ, c'est d'avoir une force de travail supérieure. On est là pour ça. Le journaliste Alexandre Charrier se souvient très bien de l'ampleur que prend tout de suite la disparition de Muriel Reigada. Il y a une trentaine d'enquêteurs qui se mettent en branle et qui mettent en pause toutes les autres enquêtes qui sont en cours. Parce que là, la priorité, elle est donnée à cette enquête et avec un objectif clair, c'est retrouver Muriel Reigada. Où se trouve Muriel Reigada? Qui l'a enlevée et pourquoi? Les policiers le savent, le temps leur est compté, car les premières heures d'une enquête sont toujours décisives. Pour la police judiciaire d'Orléans, le compte à rebours vient de commencer. Samedi 4 décembre 2004, jour 1, première heure d'enquête. Il est 20h à la police judiciaire d'Orléans. Lorsque ces enquêteurs aguerris sont saisis, cela fait déjà 27 heures que Muriel Reigada a disparu. Cette affaire avait débuté la veille puisque Mme Reigada avait été enlevée en fin d'après-midi et la sûreté départementale du commissariat d'Orléans avait été saisie de cette affaire et ce n'est que le lendemain, le 4, que le parquet d'Orléans va saisir la police judiciaire de la poursuite de l'enquête. On sait que dans les affaires criminelles en règle générale, les premières heures sont capitales pour la récupération d'indices, pour avoir une chance d'élucider assez rapidement les affaires. Une réunion est provoquée pour mettre à plat le travail qui a été mis en place par les premiers intervenants. Donc l'horaire des faits, évidemment photo de la victime, composition de la famille. Muriel Reigada habite à la Chapelle Saint-Mémin, une petite commune située à une dizaine de minutes en voiture du centre d'Orléans. Ce qu'on constate, c'est que c'est un petit immeuble dans un quartier
très calme de la Chapelle-Saint-Mémin, quartier qui est entre la nationale qui va d'Orléans à Blois et les bords de Loire. C'est un endroit très agréable à vivre, c'est un endroit où il n'y a pas de délinquance. L'immeuble en lui-même, c'est un petit immeuble qui est tout à fait tranquille. Les policiers se rendent à l'appartement de Muriel Reigada situé au 2e étage. Ils sont accueillis par son mari, Daniel, qui revient sur les faits. Il explique que son épouse a disparu depuis la veille, alors qu'elle rentrait du travail. Il était aux alentours de 17h30. En fait, monsieur Reigada est chez lui. La voisine d'en dessous vient tambouriner à la porte. Sa voisine qui lui dit « mais elle a été enlevée, j'ai vu un homme la tirer et la mettre dans une voiture et ils sont partis ». Quand la voisine l'avise, bien évidemment, le premier réflexe qu'il a, c'est de descendre, voir le garage où son épouse avait rangé la voiture. Il trouve la porte du garage ouverte, il trouve la voiture à l'intérieur du garage, porte ouverte, le sac de son épouse sur le siège passager avant. Un sac à main avec son téléphone portable, ce qui indique qu'elle est partie précipitamment et pas de son plein gré. Après avoir entendu le mari de Muriel Reigada, les enquêteurs effectuent une perquisition de l'appartement. La première chose à faire lors des perquisitions, c'est récupérer le maximum d'éléments qui pourraient nous aider et les analyser le plus vite possible. On ne doit pas négliger la moindre piste, même si M. Reigada est inconnu du service de police et de gendarmerie ou de la justice, on ne sait rien de lui. Jean-Christophe Touzé et son équipe se rendent ensuite dans le garage où a été retrouvé le véhicule de Muriel Reigada. Des prélèvements ADN sont effectués sur les lieux, ainsi que dans la voiture. La voisine du 1er étage est ensuite entendue par les policiers. Elle passe beaucoup de temps à sa fenêtre, cette dame, et sa fenêtre, elle est située au-dessus du garage des Reigada. Donc ce jour-là, elle a tout vu. Elle décrit aux enquêteurs qu'elle voit Muriel disparaître dans son parking avec sa voiture et que, juste à ce moment-là, une petite voiture grise arrive, bloque la sortie du parking, qu'un homme en combinaison blanche sort subitement de cette voiture, se rue dans le garage, en ressort avec Muriel Reigada qu'il tient fermement contre lui. Et là, la voiture démarre, elle disparaît en direction de la nationale. Ce témoignage, il est capital parce que dans ce genre d'affaires, c'est rare qu'il y ait un témoignage comme ça de première main. Les témoins des faits, de ce qui se passe, de l'enlèvement. Quand on a ce genre d'enquête, d'habitude, on part sur des disparitions inquiétantes parce que la femme n'a plus donné signe de vie depuis tant d'heures, on ne retrouve pas sa voiture, etc. Là, c'est très différent parce qu'il y a une voisine qui assiste à l'enlèvement à l'instant T. À partir de là, on peut vraiment penser à une piste criminelle. Jour 1, 4e heure d'enquête. Il est 23h. Revenus dans leurs locaux, les enquêteurs de la PJ d'Orléans font le point sur les premiers éléments récoltés. Il y a pas mal d'éléments factuels dès le départ qui nous envoient vers un élément crapuleux. Et ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est qu'on se dit qu'à tout moment, il peut y avoir un grain de sable qui empêche l'enlèvement de Muriel Reigada. Ça se passe un vendredi à 17h30. Pour nous, les faits ont été pensés, mûrement réfléchis, voire, entre guillemets, répétés dans la tête, répétés sur un schéma. Enfin, ça n'a pas été fait, entre guillemets, dans notre jargon, dire à l'arrache, quoi. C'est quelque chose qui a été pensé, qui est prémédité. Ce qui semble donner comme indication, c'est que c'est quelqu'un qui est renseigné sur les habitudes de Muriel Reigada. Il sait vraisemblablement à quelle heure elle rentre chez elle le vendredi soir. Une certitude s'impose tout de suite. Une chose est sûre, c'est que, vu le témoignage, ils sont minimum 2, puisque la voiture redémarre. Et que celui qui a enlevé la personne est monté à l'arrière avec elle. La voiture redémarre, donc il y a un chauffeur, donc ils sont 2. Mais l'enquête s'annonce compliquée. Hormis le témoignage de la voisine, les policiers ne disposent que de peu d'éléments. Cette dame, ce qu'elle a vu, c'est un homme qu'elle ne peut pas décrire. On n'aura pas de description physique de cet homme, on n'a pas de description précise de la voiture. Le portable de Mme Reigada est resté sur les lieux, donc nous ne pouvons pas la géolocaliser. En ce qui concerne les caméras vidéo, puisque j'en étais chargé, il n'y avait pas de caméras ou très peu de caméras de vidéosurveillance à l'époque. Pour faire face à l'urgence de la situation, Jean-Christophe Touzé décide d'installer un PC, une cellule de crise dédiée à l'affaire de jour comme de nuit. C'est le genre d'affaire où on essaye d'élargir au maximum ce que moi j'appelle le champ d'investigation. Il faut qu'on déploie une puissance de travail pour aller vite pour Muriel.
Donc on l'appelle Muriel. Il y a le côté humain qui est là. Hein. On est aussi parents. On a tous ce rôle-là aussi à jouer. Et là, il faut aller vite pour Muriel et pour la famille. Elle est partie vivante. Donc il faut la retrouver vivante. Les enquêteurs le savent. Il faut mener en parallèle les recherches sur le terrain et apprendre à connaître leurs victimes pour trouver des pistes à exploiter. Dimanche 5 décembre 2004, jour 2, 13e heure d'enquête. Il est 8 heures quand débutent les recherches sur le terrain. Cela fait près de 2 jours que la mère de famille a disparu. De nombreuses forces de l'ordre sont mobilisées pour ratisser tout le quartier du domicile de Muriel Reigada. Il y a un petit bois qui est juste derrière, sur le côté de l'immeuble où ils habitaient. Donc on va faire une battue avec le commissariat et on va ratisser tout le bois pour pouvoir essayer de trouver un élément, quelque chose. Visite de toute la zone, nettoyage, qui pourrait nous permettre de trouver des objets qui ne devraient pas être présents à certains endroits. On peut trouver des papiers, on peut trouver des cigarettes, il faut essayer de trouver des éléments. Donc il faut ratisser, il faut nettoyer la zone. On a même fait faire par les sapeurs-pompiers des recherches dans la Loire, à proximité évidemment. On a fait les hôtels, on a fait les péages autoroutiers, on l'a cherché partout sur Anvers. Partout. Et on n'a rien. On n'a rien du tout. Mais les policiers ne désespèrent pas. Alors que les recherches se poursuivent, des auditions des proches de Muriel Reigada débutent à l'hôtel de police d'Orléans. Ce qui est important, c'est de dresser un petit peu un profil psychologique et un profil environnemental de la victime. Parce que peut-être il y a un élément qui va apparaître, une accroche qui va nous paraître intéressante à creuser. Muriel Reigada, c'est un peu galvaudé de dire ça, mais c'est Madame Tout-le-Monde, c'est une femme sans histoire. C'est une femme qui est extrêmement réservée, qui ne vit que pour part et sa famille, et qui a connu son mari extrêmement jeune. Et c'est un couple qui vit avec ses enfants et rien d'autre. Et la vie tourne autour de cette petite cellule familiale. De jeunes enfants, un couple sans histoire, discret, travailleur. Il n'y a rien de bling-bling chez eux. C'est pas un couple qui se déchire, c'est pas un couple qui est en conflit. Très vite, on va apprendre qu'il n'y a pas de double vie, triple vie, enfin tout ce qu'on peut imaginer. La piste du mari est donc naturellement écartée. La personnalité du mari n'indique pas qu'il est capable de faire ça. Monsieur Reigada, de toute façon, était présent dans son appartement avec ses enfants au moment de l'enlèvement. Rien ne nous laissait penser qu'il pouvait y avoir une raison familiale. Rien dans la vie de Muriel Reigada ne vient donner un début de piste aux enquêteurs. Ce qui donne un côté effectivement hors norme et complexe pour les enquêteurs, c'est que la victime ne cadre pas avec les événements qui viennent de se dérouler. Et là, quand on fouille dans la vie de Muriel Reigada, on ne trouve rien de sombre, rien de caché, rien de particulier, rien de même croustillant qui pourrait attirer. On a deux choses qu'on a du mal à relier. Une victime qui a une vie lisse, rangée, et de l'autre côté, un enlèvement qui est quelque chose d'extrêmement violent. Nous ne comprenons pas pourquoi cette femme a été ôtée à son mari et à ses enfants, comme ça, brusquement, sans qu'il y ait une raison palpable, compréhensible. Jour 2, 22e heure d'enquête. Il est 17h30. Cela fait exactement 48 heures que Muriel Reigada a été enlevée. Et toujours aucun signe de vie. Quant au ravisseur, il ne se manifeste pas. Vu le mode opératoire, on peut être amené à s'attendre à ce qu'il y ait une revendication ou une demande de rançon ou quelque chose comme ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'au bout de 48 heures, rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la témoin voit partir la voiture en direction de la nationale, plus rien. Plus de son, plus d'image. L'hypothèse d'un enlèvement crapuleux s'éloigne et fait craindre le pire. Quand c'est crapuleux ou qu'on a besoin d'argent, on a quelque chose à quoi se raccrocher et on a un interlocuteur. Là, vous n'avez personne. Il n'y a rien, c'est le silence. Plus les heures passent, plus il est pesant et plus il est inquiétant. Ouais. Quel est l'intérêt de la garder en vie? C'est ça la peur. Lundi 6 décembre 2004, jour 3, 37e heure d'enquête.
8 heures. Une nouvelle nuit vient de s'écouler. Et Muriel Reigada n'a toujours donné aucun signe de vie. Une information judiciaire est ouverte contre X pour enlèvement, détention et séquestration. Si on veut bénéficier d'un arsenal juridique qui nous permet de monter en puissance au niveau investigation, l'information judiciaire, elle est impérative. À court d'éléments concrets, les policiers décident alors de s'intéresser à l'entourage plus large de la disparue, à commencer par son environnement professionnel. Muriel Reigada, elle travaille à l'agence de l'eau du Loiret et elle a un poste un peu particulier. C'est elle qui attribue les primes aux communes à partir du moment où elles font des investissements dans l'eau. Les collègues de Muriel n'ont en fait que des louanges à dire parce que c'est une excellente collègue de travail. Elle est décrite comme une personne qui ne parle pas, qui est très réservée, qui ne parle pas de son couple, de sa vie de famille. Un témoignage édifiant va alors retenir l'attention des enquêteurs, celui de Marie-Odile, une collègue et amie de Muriel Reigada. Elle raconte qu'au mois de février 2004, donc il y a une dizaine de mois en amont, elle a été victime, elle aussi, d'une tentative d'enlèvement. Et dans des circonstances assez proches de ce qu'a vécu Muriel Reigada. Elle nous dit qu'un soir, en rentrant chez elle, alors qu'elle était descendue de voiture pour ouvrir le portail, il y a un individu qu'elle n'a pas pu décrire parce qu'il était cagoulé, qui lui a sauté dessus. Elle s'est débattue, s'est blessée, mais elle a réussi à faire fuir l'individu. Marie-Odile et Muriel auraient-elles été agressées par le même homme? Peut-être la même personne a sévi aux deux endroits, et le point de convergence, c'est l'agence de l'eau, puisque ce sont deux personnes qui travaillent à l'agence de l'eau. Si lien il est très certainement dans l'environnement commun entre Muriel et Marie-Odile. Au même instant, dans un bureau voisin, un autre collègue de Muriel Reigada apporte une nouvelle information. Il s'appelle André Bouger. C'est lui qui a remplacé la mère de famille 1 an plus tôt, lors de son dernier congé maternité. Pendant le congé de maternité de Muriel Reigada, André Bouger, il occupe son bureau et il reçoit ses appels. Et parmi ces appels, il y en a fréquemment d'un certain Patrick qui demande instamment à parler à Muriel. Et ne pouvant lui parler, il s'agace, il s'énerve et il finit même par devenir menaçant, allant jusqu'à lâcher « elle va le regretter ». Quand Muriel revient de son congé maternité, André Bouger lui en parle. Et là, déclare-t-il, elle le prend à part, lui parlant à voix basse, en lui disant qu'il ne faut absolument pas qu'il en parle, et qu'il faut que ça reste entre eux, et qu'elle ne veut pas que ça se sache. Ça donne un fil à tirer pour les enquêteurs, parce que là, on se dit que ce fameux Patrick, il faudrait l'identifier. Peut-être que c'est l'amant de Muriel Reigada. Donc c'est une piste qui peut être intéressante. On a un prénom, on a des communications téléphoniques, donc on va pouvoir chercher sur d'éventuels appels, et puis trouver l'existence de cette personne. Jour 6, 108e heure d'enquête. 7 heures. Au commissariat, la pression est immense. Les enquêteurs savent que plus les jours passent, plus les chances de retrouver Muriel Reigada vivante s'amoindrissent. C'est des heures de vie qui se perdent au fur et à mesure, donc ça devient compliqué. Tant qu'on n'a pas de corps, on considère que la personne est vivante, mais plus le temps passe, plus le doute s'installe. C'est une course contre la mort. Ou une course pour la vie, comme vous voulez, mais c'est une course contre la mort. Une course qui s'annonce d'autant plus compliquée qu'aucun élément n'a permis de remonter jusqu'au supposé amant de Muriel Reigada, Patrick. Face à cette impasse, les enquêteurs décident de la création d'un numéro vert. C'est la recherche de tout témoin que nous, on n'aurait pas déjà trouvé, qui pourrait se signaler. C'est un peu une enquête de voisinage à dimension nationale. C'est-à-dire que systématiquement, nous analysons le renseignement et on essaye d'exploiter le plus vite possible si on pense qu'il y a un côté positif sur ce témoignage. Les médias s'emparent de l'affaire. Les journalistes locaux, la République du Centre notamment, on comprend qu'on a un rôle à jouer dans cette enquête. On comprend que la dimension médiatique de l'affaire, elle est importante parce que quelqu'un a pu voir Muriel Reigada et que la médiatisation de l'affaire peut générer des témoignages et des pistes pour les enquêteurs. En parallèle, ces enquêteurs font le choix de se rendre chaque soir au domicile de la famille Reigada pour la tenir informée des avancées des investigations. C'est aussi la période qui le veut. On est proche de Noël, il y a des enfants, donc la proximité donnée au papa, c'est de lui apporter une réponse avant Noël. Quand vous êtes dans l'appartement familial, vous êtes avec le mari, il y a les deux enfants qui étaient petits à l'époque. Et qu'au moindre coup de sonnette, les enfants disent « Ah tiens, c'est maman qui rentre, c'est maman qui rentre ». Ouais.
À force, ça impacte quand même pas mal, quoi. Vendredi 10 décembre 2004, jour 7, 142e heure d'enquête. Il est 17h30. Cela fait exactement une semaine que Muriel Reigada a disparu. Il n'y a plus une minute à perdre. Les enquêteurs décident de tenter le tout pour le tout. Une semaine après les faits, au même endroit, mais de manière élargie, on a décidé de faire une opération de contrôle, de bloquer la circulation, à la fois de véhicules et de passants, et de faire une méga enquête de voisinage, en fait. De prendre toutes les identités, de demander si une semaine avant, à la même heure, les gens étaient passés, s'ils avaient remarqué quelque chose. C'est de trouver un nouveau témoignage qui aurait pu voir un véhicule passer, trouver le témoin clé. On quadrille toutes les rues, c'est un gros travail. On se remet comme si c'était le jour J. Vraiment, là on est dans la même situation. Ce genre d'opération, c'est rarissime et c'est là où on comprend les moyens qui sont mis sur l'enquête parce que c'est une nationale ultra passante. On est un vendredi à 17h30 et là on décide d'arrêter quasiment la circulation pour permettre aux enquêteurs d'auditionner un peu de manière sauvage les automobilistes qui passent en leur montrant la photo de Muriel Reigada. Plus de 120 voitures sont arrêtées. En vain. Rien ne permet aux policiers d'obtenir un indice. Au terme d'une semaine d'enquête, la fatigue commence à se faire sentir dans les équipes. On n'a pas le temps de dormir. On part sur du 24-24, 7 jours sur 7 et tout le monde est partant. Si je dormais maximum 3 heures par nuit, c'était ça à peu près mon rythme. La charge de travail, elle est énorme. J'ai décidé de faire mon camp de base dans la salle de crise qu'on avait mise en place pour pouvoir être sur place et puis au moindre réveil, si j'avais une idée, essayer d'avancer sur les investigations pour préparer le travail du lendemain. C'est le genre d'enquête où vous ne prenez pas de repos, où vous n'avez qu'une envie, c'est de retrouver la victime. C'était notre obsession, retrouver Madame Reigada. Lundi 13 décembre 2004, jour 10, 204e heure d'enquête. L'enquête est dans l'impasse. Les policiers décident donc de tout reprendre à zéro. On décide de reprendre tous les témoignages pour voir s'il n'y a pas des éléments qui nous ont échappé. Tout est épluché, tout est stabiloté, tout est croisé. Donc c'est un travail faramineux. Là, en fait, il y a un travail de flic qui est presque du travail assez old school. Ils repartent sur le travail policier de base. On a des auditions devant nous, on a dû passer à côté de quelque chose. Donc ils reprennent une par une les auditions. On a l'impression qu'on est sur les prémices des profilers, c'est-à-dire qu'on prend une audition, on regarde ce qui a été dit et on voit par rapport à un dossier ou à une personnalité ce qui va tiquer ou ce qui va permettre de comprendre. Le premier témoignage où il y a un truc qui colle pas, c'est André Bouget avec son histoire d'appel de Patrick qui se veut particulièrement menaçant envers Muriel Reigada. Ils vont se rendre compte que ce Patrick, on ne sait pas qui c'est, on ne trouve rien. Ce Patrick n'existe pas, en fait, et on ne trouve personne. De toute évidence, le témoignage d'André Bouget pose question. Il y a donc urgence à mener des investigations sur cet homme. C'est un homme qui a 36 ans, un homme qui s'appelait Mohamed Bouajaj, qui a francisé son nom et donc qui maintenant se fait appeler André Bouget. C'est quelqu'un qui a eu maille à partir avec déjà les services de police et de gendarmerie sur différents types d'infractions. Il est connu pour de la contrefaçon, de la falsification de chèques, de l'escroquerie. On a un personnage assez dérangeant. Les policiers décident de réentendre à nouveau les collègues de Muriel. Cette fois-ci, pour en savoir un peu plus sur André Bouget. C'est quelqu'un qui nous est décrit comme hâbleur, beau parleur, un peu lourd parfois. Le personnel féminin concernant Bouget, c'est au point de départ un garçon assez affable, poli au point de départ, mais assez entreprenant au fur et à mesure que le temps passe. Même quasiment dragueur, et beaucoup dragueur. Et donc, effectivement, les enquêteurs de l'APJ, à ce moment-là, se demandent quelles étaient les relations entre André Bouget et Muriel Reigada. Est-ce qu'il a pu être entreprenant avec elle? Est-ce qu'il a pu être éconduit par Muriel Reigada? Est-ce qu'il l'aurait mal vécu? Est-ce qu'il a voulu se venger? Afin d'avoir plus d'informations concernant la relation qu'entretenait la mère de famille avec André Bouget,
Jean-Christophe Touzé décide de réentendre le mari de Muriel Reigada. Il sait que Muriel a eu un problème avec celui qui l'avait remplacé pendant son congé maternité. Il lui avait pris ou volé ou du matériel de bureau. Enfin, c'était un sujet d'agacement qui, au point de départ, peut sembler futile, mais qui semblait assez important à Muriel pour qu'elle en parle à son mari. Quand on fait la synthèse de tous ces éléments concernant Bouger, c'est la piste qu'il faut exploiter. Il faut l'exploiter en premier. Et il faut l'exploiter rapidement. Alors que l'enquête s'accélère, le directeur d'enquête est contraint de prendre quelques jours de repos. Mon patron décide de me mettre en congé d'office, vu l'état d'épuisement dans lequel j'étais. Évidemment, il y a un sentiment de frustration qui est terrible. Il y a le sentiment qu'on peut faire encore plus. Mercredi 22 décembre 2004, jour 19, 419e heure d'enquête. Il est 6 heures du matin. En accord avec le juge d'instruction, les policiers décident de creuser l'unique piste en leur possession et d'aller perquisitionner le domicile d'André Bouger. L'idée de la perquisition, c'est de trouver de nouveaux éléments qui peuvent ouvrir une piste. Mais on y va à l'aveugle. Moi, mon ressenti, quand on se rend au domicile d'André Bouger, je ne vais pas chez un coupable. Je vais pour creuser davantage une personnalité qui commence à paraître trouble. André Bouger vit à Saint-Jean-de-Bray, une petite commune située à 10 minutes, à l'est d'Orléans. On arrive sur place, déjà on boucle le quartier sur toutes les issues, on sonne, il est présent, il y a sa fille qui est là, on lui explique pourquoi on est là, on vient faire une perquisition dans le cadre de la disparition de Muriel Reigada. Il n'y a pas de révolte, il n'y a pas d'opposition, faites votre travail. La perquisition commence et tout de suite, des éléments suspects sont découverts. Dans le salon, une boîte retient toute l'attention des policiers. Une boîte dans laquelle il va y avoir des bijoux. Et parmi ces bijoux, il y a une alliance. Question posée à André Bouger, ces bijoux, quels sont ces bijoux? C'est à mon ex-compagne, elle laissait ça là. Et là, on va avoir un concours de circonstances. La maman de l'enfant arrive. On a ces bijoux qui sont soi-disant à elle. C'est le moment de lui poser la question, ça tombe bien. Et l'alliance, c'est pas son alliance. Et cette alliance, elle peut correspondre à l'alliance de Muriel. À l'intérieur de l'alliance est gravé un amour pour la vie et une date de mariage. Il y a des éléments qui tendent à montrer qu'il s'agit bien de la bonne alliance, mais il faut des certitudes. L'enquêteur part immédiatement présenter ce bijou au mari de Muriel Reigada. C'est pas un moment facile, il reconnaît l'alliance. Tout de suite, je prends mon téléphone et je confirme l'information. Et là, l'enquête prend une nouvelle tournure. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Parce que lui comprend, hein, monsieur Reigada. Nous, on s'était dit, il faut qu'on y arrive avant Noël, et on avait dit, monsieur Reigada, on vous apportera une réponse. Mais c'était certainement pas la réponse qu'on voulait apporter, ça c'est sûr. La présence de l'alliance de Muriel Reigada accable André Bouger. La perquisition de son domicile prend alors une toute autre dimension. On passe les lieux au CrimeScope pour voir s'il y a des traces de sang. Il n'y a pas de traces de sang. Dans le garage, les enquêteurs découvrent la voiture d'André Bouger. Elle correspond au véhicule vu par la voisine, témoin de l'enlèvement. Mais c'est surtout dans le jardin du suspect qu'un élément édifiant va être découvert. Au fond du jardin, c'est de l'herbe, sauf à un endroit où il y a de la terre qui a été remuée. Ce qui est curieux, on est en plein mois de décembre, c'est pas nécessairement le moment où on jardine. Entre enquêteurs, ça intrigue. Les policiers demandent à André Bouger une explication. C'est l'emplacement d'un cabanon qui était là, qu'il a démonté et qu'il a retourné la terre pour préparer à l'engazonnement prochain dès que la période sera propice. Tout de suite, pour nous, c'est le raccourci, mais c'est lui. Elle peut être enterrée dans le jardin. Les enquêteurs de la PJ se disent malheureusement, on est sans doute au bon endroit. C'est pour ça qu'immédiatement, ils vont vouloir creuser à cet endroit-là pour vérifier malheureusement leur intuition. Avec un autre collègue, on trouve des outils dans le garage, donc on y va. Et puis on voit que la tâche va pas être simple. Quand ils commencent à creuser, en fait, ils ne trouvent rien. Et les enquêteurs sont prêts à arrêter en disant « bon, il n'y a rien ». Et en fait, c'est quelqu'un qui dit « attendez, il faut continuer à creuser parce que nous sommes à plus d'1 mètre sous le sol et il n'est pas normal que je trouve des feuilles à ce niveau-là ». Donc ils continuent et ils y sont allés tout doucement et ils sont tombés sur le corps. À 1,50 m sous terre, le corps de Muriel Reigada vient d'être découvert.
Elle est retrouvée en position fétale, complètement dénudée et complètement rasée. Elle est rasée au niveau de la tête, elle est rasée au niveau de ses parties génitales, elle est rasée de partout. Et ça dérange beaucoup. Cette position, plus le fait, et surtout qu'elle soit rasée, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu un acte qui a été fait après la mort. Dans des affaires criminelles, j'ai jamais entendu parler de cas similaires. Ça pose question. Voilà. Quel est l'objectif de raser entièrement un corps avant de l'enterrer? C'est vraiment troublant. Pour l'heure, il est impossible de déterminer les causes du décès de Muriel Reigada. Son corps est emmené à l'Institut médico-légal d'Orléans pour y être autopsié. Resté à l'intérieur de sa maison, André Bouget ne laisse rien transparaître. Ça réagit pas. Ça reste froid. C'est perturbant. Les choses à venir vont être compliquées. Parce que c'est pas quelqu'un qui va se vanter de ce qu'il a fait. Il est près de 17h quand la perquisition se termine. Elle aura duré 11 heures. André Bouget est ensuite emmené à la PJ d'Orléans pour y être entendu sous le régime de la garde à vue. Jour 19, 433e heure d'enquête. Il est 20h lorsque débute l'audition d'André Bouget. Il ne peut pas nier l'évidence, on a retrouvé le corps de Muriel Reigada dans son jardin. Par contre, il va tenter en tout cas de trouver une porte de sortie. Alors lui raconte qu'il n'est qu'un exécutant d'une personne qui lui aurait demandé de faire peur à Muriel Reigada. Et donc pour lui faire peur, il décide de procéder à un enlèvement. Il décide d'embaucher 2 garçons, dit-il, 2 mecs qu'il a connus comme ça. Le but était d'enlever Muriel, de la trimballer dans le coffre de la voiture pendant un certain temps et de la relâcher dans la campagne orléanaise, histoire de lui faire peur. Selon André Bouget, la mère de famille serait morte alors qu'elle était ramenée à son domicile par ses agresseurs. Ça se serait mal passé parce qu'elle se serait défendue et donc par accident, elle aurait été étouffée. Mais c'est un accident au moment de l'enlèvement. Et là, l'échappatoire qu'il donne, c'est bon ben moi je m'en vais, vous faites comme vous voulez, mais vous vous débarrassez du corps. Mais c'est lui qui leur donne l'idée de l'enterrer dans le jardin. Et il s'en va. Et il revient. Et quand il revient, c'est fini, c'est terminé. Pour les policiers orléanais, il n'y a pas de doute, le suspect leur ment. Rien n'accrédite la piste d'un enlèvement commandité par une tierce personne. Mais à partir de cet instant, André Bouget se mure dans le silence. Il donne aucune raison. C'est là où il y a un truc qui colle pas, enfin ça va pas. Il reste sur ce scénario où il aurait joué qu'un rôle très secondaire et que finalement il aurait été un peu le bouc émissaire puisque c'est dans son jardin qu'on a enterré Muriel Reigada. Quelques heures plus tard, ce sont les résultats de l'autopsie de la victime qui vont venir conforter les enquêteurs. Ces conclusions mettent un peu plus à mal la version donnée par André Bouget, car le médecin légiste est formel. Muriel Reigada a été étouffée. Il apparaît qu'elle a été étouffée. Elle est morte asphyxiée en fait. On ne retrouve pas de blessures, de traces de coups sur son corps. Donc vraisemblablement, elle est morte par étouffement, par quelqu'un qui l'a bâillonnée, effectivement, en mettant la main sur sa bouche. La mort de la mère de famille ne serait donc absolument pas accidentelle comme le laisse entendre André Bouget. En revanche, l'autopsie n'arrive pas à déterminer si Muriel Reigada a été violée. Et en ce qui concerne l'heure de la mort, le médecin légiste n'arrive pas à l'établir de manière formelle. Les indices sont accablants à l'encontre du suspect. Le 24 décembre, au terme de sa garde à vue, André Bouget est mis en examen pour enlèvement, détention et séquestration suivie de mort. Il est immédiatement placé en détention provisoire. Mardi 28 décembre 2004, jour 25, 567e heure d'enquête. « 10 heures, alors qu'en l'église de la chapelle Saint-Mémin, plus de 400 personnes se réunissent en silence pour les obsèques de Muriel Reigada. Le directeur d'enquête rentre de congé. Les investigations ne sont pas encore terminées. Je reviens de congé, péjorativement gonflé à bloc, et j'ai une réunion avec le juge d'instruction, et en fait on décide de mener 2 fronts parallèles. C'est-à-dire que le premier, tout faire pour identifier le ou les complices, également essayer de savoir qui est André Bouget en fait, pour comprendre ce qui l'a amené à faire ça. Les enquêteurs de la PJ savent qu'il y a au moins 2 hommes impliqués dans l'enlèvement de Muriel Reigada, puisque la voisine a décrit un homme
qui se saisit de Muriel Reigada pour l'emmener dans la voiture, et puis la voiture qui démarre en trombe. Donc il y a un chauffeur dans cet enlèvement. Pour retrouver ce mystérieux complice, les policiers misent sur le téléphone d'André Bouget. Avec qui a-t-il été en contact au moment des faits? On arrive à isoler un numéro qui est en contact avec André Bouget dans l'après-midi avant l'enlèvement. D'autre part, quand on fait la géolocalisation rétrospective de ce téléphone, on se rend compte que le téléphone bouge en direction de chez Muriel Reigada et revient au domicile de Bouget après l'enlèvement. Donc on sait qu'on a le complice. Le propriétaire de la ligne téléphonique est rapidement identifié. Il s'appelle Irinel Liteanu et est âgé de 25 ans. Il apparaît que cet homme d'origine roumaine est arrivé en France quelques semaines avant les faits. C'est quelqu'un qui a des difficultés pour vivre. Il est intérimaire, il vit de droite de gauche, donc c'est quelqu'un qui a besoin d'argent. Convaincu de son implication, les enquêteurs décident de l'interpeller et de le placer en garde à vue. Jour 27, 620e heure d'enquête. Il est 15h40 quand les enquêteurs interpellent Irinel Liteanu. L'homme est conduit dans leurs locaux où démarre sa garde à vue. C'est assez surprenant. C'est que d'entrée, il nous dit absolument tout. Il reconnaît absolument tout. Il explique que c'est André Bouget qui l'a embauché pour participer à l'enlèvement d'une femme. Il dit que, en fait, il a connu Bouget par l'intermédiaire d'un copain roumain et que le vendredi 3 décembre, le jour même de l'enlèvement, il reçoit un appel de Bouget qui lui dit viens chez moi, on a un truc à faire. Ensuite, il lui a exposé son plan. Il lui a expliqué qu'en fait, il voulait enlever la femme d'un employé de la Brinks pour en fait faciliter un braquage. Et que cette femme devait en fait servir d'otage. Ils vont prendre la voiture de monsieur André Bouget. Monsieur Bouget va conduire jusqu'à la chapelle Saint-Mémin. Il se pose sur le parking en vis-à-vis du domicile du couple Reigada. Et là, Bouget lui dit, écoute, la dame va pas tarder à arriver, prends ma place. Tu conduis et tu démarres quand je te le dirai. Et là, Irinel déclare que Bouget est descendu de la voiture, se précipite dans le garage, ressort du garage avec une dame dans les bras en train de la traîner. Il la fait monter de force dans la voiture, il referme la portière et il dit à Irinel, vas-y, démarre. Donc il explique qu'à ce moment-là, André Bouget, qui lui est sur la banquette arrière avec Muriel Reigada, rabat le siège arrière et en fait fait basculer Muriel Reigada dans le coffre de la voiture. Donc lui, il raconte que il entend les pleurs de la mère de famille qui à ce moment-là est séquestrée dans le coffre et il ramène la voiture d'André Bouget à son domicile à Saint-Jean-de-Bray. Arrivant chez monsieur Bouget, Liteanu rentrera la voiture dans le garage. Selon ses déclarations, il entendait toujours Madame Reigada qui parlait. Lui restera toujours sur cette version, à savoir que quand il est parti, elle était vivante dans le coffre de la voiture. Mais alors, pourquoi Irinel Liteanu n'a-t-il pas dénoncé André Bouget plus tôt? Et on lui dit, mais 3-4 jours après, vous avez sa photo partout dans Orléans et ça ne vous fait rien. Il dira qu'il a peur de bouger et puis il a été payé pour ça. Je pense que André Bouget est assez manipulateur pour avoir trompé Liteanu sur la raison pour laquelle il souhaitait que Madame Reigada soit enlevée. Cette version est jugée crédible par les policiers orléanais. Il n'y a aucune contradiction dans ce qu'il dit. Pour nous, il nous a pas menti. Il a fait que le chauffeur, alors sans doute aveuglé par ce que l'autre pouvait lui faire miroiter. Ces déclarations semblent d'autant plus plausibles que l'ADN de Muriel Reigada a été retrouvé dans le coffre de la voiture d'André Bouget. C'est ce qui me laisse dire que sur le déroulé de ce vendredi 3, Liteanu, je pense qu'il nous a tout dit. À la fin de sa garde à vue, Irinel Liteanu est présenté au juge et mis en examen pour les mêmes chefs d'accusation qu'André Bouget. Reste pour les policiers à identifier les circonstances exactes et les motivations de ce meurtre particulièrement sordide. Lundi 3 janvier 2005, jour 31, 708e heure d'enquête. À la PJ d'Orléans, les enquêteurs sont convaincus qu'André Bouget est le meurtrier de Muriel Reigada. De nouvelles investigations sont menées sur l'individu.
Les enquêteurs vont fouiller la personnalité d'André Bouget et vont découvrir un personnage qui fait froid dans le dos. On a un personnage qui a fait les camps en Tchétchénie, qui a fait des préparations militaires, qui s'est tué de ses mains. Et c'est un personnage qui fait extrêmement peur, M. Bouget. Au début des années 2000, il était ambulancier. Il a séduit, en tout cas mis sous sa coupe une sexagénaire assez aisée, qui avait de l'argent. Et puis il s'est offert un voyage à La Réunion avec elle. Et lors d'un trek, il la pousse pour qu'elle puisse tomber dans un précipice. Il a tout simplement essayé de la tuer. Cette tentative de meurtre au mobile crapuleux interpelle les enquêteurs. Et si André Bouget avait tué Muriel Reigada dans un but lucratif? André Bouget pouvait avoir un intérêt à sa disparition. Il a travaillé à l'agence de l'eau où Muriel Reigada, en fait, s'occupait des subventions pour les stations d'épuration dans les communes. Via son travail, elle brassait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Avec un escroc de la trempe d'André Bouget, est-ce qu'il a pu y voir, lui, un intérêt pour monter justement une escroquerie à grande échelle? C'est une question que se posent les enquêteurs de la PJ. Le profil du meurtrier présumé de la mère de famille inquiète les enquêteurs. Est-il possible qu'elle ne soit pas son unique victime? On a décidé de fouiller complètement non seulement la maison, mais également le terrain sur lequel la maison était. Au fond de ce jardin, vous avez une maison en plastique dans laquelle jouent toutes les petites filles. Et c'est en déplaçant la maison qu'ils ont vu qu'il y avait un trou qui avait été creusé là. Il avait masqué ce trou avec cette petite maison. Un trou qui a les mêmes caractéristiques que celui dans lequel Muriel Reigada a été retrouvée. Parallèlement à ces fouilles, les enquêteurs continuent leurs auditions. Et ils entendent un ami roumain par l'intermédiaire duquel André Bouget et Irinel Liteanu se sont rencontrés. L'individu va leur faire une révélation. Il nous déclare que dans le mois de février 2004, Bouget lui avait demandé de l'aider pour creuser un trou dans son jardin. Et février 2004, c'est pas une date anodine pour les enquêteurs de la PJ parce que février 2004, c'est la date de la tentative d'enlèvement de la collègue de Muriel Reigada. Dans des circonstances très similaires. On a confirmation que Marie-Odile allait passer à côté de la catastrophe. En fait, tout ce qu'il a fait a été prémédité. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle il a embauché un chauffeur pour le soir de Madame Reigada. Pour être sûr de pouvoir s'occuper de la victime et ne pas avoir à conduire le véhicule en même temps. Quand on creuse une fosse avant d'aller enlever quelqu'un, c'est évidemment parce qu'on a l'intention d'aller jusqu'au bout du crime. Donc c'est quelque chose de terrifiant et qui accrédite cette idée que le projet criminel d'André Bouget, il était mûrement réfléchi et qu'il était au début de son parcours criminel. On a mis à jour un monstre en puissance qui était en train de se révéler. Et si on l'arrêtait pas, il était parti pour faire des trucs dégueulasses. 31 jours et 7 heures auront été nécessaires aux policiers orléanais pour arrêter les meurtriers de Muriel Reigada. Mais quelques jours plus tard, alors que l'instruction se poursuit, André Bouget se suicide par pendaison dans sa cellule de la maison d'arrêt d'Orléans. Le fait qu'il se suicide, c'est très difficile, non seulement pour l'enquêteur, mais également pour la famille. C'est qu'en fait, on n'aura jamais réponse aux questions essentielles que tout le monde se pose. Pourquoi cet acte ignoble a été perpétré? Et à ce jour, aucune lettre n'a été laissée par l'auteur et il est parti avec son secret. Il n'a répondu de rien. Cet homme-là a passé sa vie à être dangereux. Il n'a répondu de rien. Aujourd'hui encore, tous les protagonistes ayant œuvré à la résolution du dossier restent profondément marqués par le meurtre de Muriel Reigada. C'est la dernière affaire criminelle en fait que je suis passé à autre chose l'année d'après, si j'en avais besoin. Émotionnellement parlant, elle m'a énormément marqué. Ça fait partie de notre métier de croiser la mort. Dans ces conditions-là, c'est assez rare. Donc obligatoirement, ça marque. Avec M. Reigada, on a vécu cette période du mois de décembre où il y a cru. Et même si moi, je pense en disant, mon Dieu, ça va pas, on a envie d'y croire. Et puis,
Parce que Monsieur Reigada est quelqu'un d'attachant, parce que voilà, c'est une histoire qui est... c'est une vilaine histoire, voilà. En 2007, lors de son procès devant les assises du Loiret, Irinel Liteanu maintient sa version des faits. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Une peine que la cour d'appel d'Indre-et-Loire ramènera à 19 ans l'année suivante.